Au cœur du Kenya, dans l'immensité écrasante du Masai Mara, les rangers de la réserve furent confrontés à une situation qui allait ébranler toutes leurs certitudes sur la mémoire, l'attachement et la capacité émotionnelle des éléphants. Le Masai Mara s'étendait sous le soleil africain comme un océan de savane dorée, animé par le souffle constant du vent et ponctué d'acacias solitaires dont les ombres se projetaient lentement sur la terre rouge. C'était un lieu ancien, chargé d'histoires invisibles, où chaque pas semblait résonner avec ceux de générations d'animaux ayant parcouru ces plaines avant eux. La réserve avait recueilli d'innombrables animaux blessés, orphelins ou menacés. Pourtant, aucun n'avait jamais suscité une telle incompréhension que Django. Django était un jeune éléphant africain de 8 ans. Il avait été amené dans la réserve 2 ans auparavant, à la suite d'un événement tragique dont les détails, à l'époque, avaient été consignés de manière sommaire. Son corps imposant, encore juvénile pour son espèce, conservait les lignes arrondies de l'enfance tout en annonçant la puissance future de l'adulte. Ses grandes oreilles battaient lentement, presque mécaniquement, pour réguler la chaleur et ses défenses encore courtes, laissaient apparaître de fines pointes d'ivoire qui captaient la lumière du matin. Physiquement, Django semblait être un éléphant en bonne santé. Mais son comportement racontait une toute autre histoire. Chaque matin, sans exception, dès que les premières lueurs du jour embrasaient la savane, Django quittait le groupe des éléphants et se dirigeait, d'un pas calme mais déterminé, vers un point précis situé près de la route principale menant à l'entrée de la réserve. Il ne s'agissait pas d'une errance. Son trajet était toujours le même, mesuré, presque ritualisé. Sous un unique arbre à fièvre, dont le tronc jaune avait été poli par le passage de générations d'animaux, Django s'arrêtait. Il s'asseyait exactement au même endroit, orienté dans la même direction, le regard fixé vers la route. Puis il restait là, immobile, attentif. Au début, les rangers ne s'en inquiétèrent pas. Les éléphants secourus manifestaient souvent des comportements inhabituels durant leur période d'adaptation. La docteure Emily Richardson, vétérinaire en chef de la réserve, avait observé de nombreux cas similaires au cours de ses 15 années de travail dans la conservation de la faune sauvage. Les éléphants étaient des êtres dotés d'une intelligence remarquable et d'une vie émotionnelle complexe. Le traumatisme pouvait s'exprimer par des habitudes répétitives, des retraits sociaux ou des comportements d'isolement temporaire. Mais le temps passait et rien ne changeait. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et finalement 2 années entières s'écoulèrent sans que Django ne modifie son rituel. Saison sèche ou saison des pluies, chaleur accablante ou averse violente, il revenait inlassablement sous l'arbre à fièvre. Sa masse avait fini par creuser une dépression permanente dans la terre. L'ombre de l'arbre était devenue son refuge, son point d'ancrage, comme si tout son univers s'était réduit à cet espace restreint. Les autres éléphants tentèrent de l'intégrer. Les éléphants vivent en troupeaux matriarcaux complexes, où chaque individu trouve sa place grâce à des liens sociaux profonds. Timba, l'ancienne matriarche du troupeau réside, s'approcha plusieurs fois de Django avec patience. Les femelles l'accueillaient par de doux grondements, étendant leur trompe vers lui dans un geste de contact et de réassurance. Django répondait parfois brièvement, mais ne quittait jamais sa position. Même lorsque le troupeau se déplaçait vers les points d'eau, il restait en arrière, broutant quelques plantes avant de retourner attendre. À la fin de la 2e année, Emily Richardson ne put plus ignorer les signes alarmants. La peau de Django présentait des infections liées à son immobilité prolongée. Son poids diminuait lentement mais sûrement. Plus inquiétant encore, son regard semblait absent, vidé d'énergie, comme s'il portait une douleur que personne ne parvenait à soulager. L'équipe vétérinaire tenta tout ce qui était possible. Ils déplacèrent les sources de nourriture, introduisirent de nouveaux éléphants, essayèrent même de l'éloigner physiquement de la route. Django obéissait brièvement, puis revenait toujours, inexorablement, sous l'arbre à fièvre. Ce qui troubla profondément Emily, ce fut sa réaction au véhicule. Dès qu'une voiture apparaissait sur la route, Django se levait brusquement. Ses oreilles se redressaient, sa trompe se tendait vers l'air, cherchant une odeur précise. Son corps entier se chargeait d'espoir. Puis, lorsque le véhicule passait sans s'arrêter, il retournait lentement à sa place, écrasé par une déception silencieuse. Ce n'était ni de la confusion ni un réflexe. C'était de l'attente. Et peu à peu, une certitude douloureuse s'imposa à Emily Richardson. Django n'était pas prisonnier de son passé. Il attendait quelqu'un. Quelqu'un qu'il n'avait jamais cessé d'espérer revoir. À mesure que les jours s'écoulaient, le comportement de Django cessait définitivement d'être perçu comme une simple anomalie passagère. Au sein de la réserve, une inquiétude sourde s'installait. Les rangers, pourtant aguerris aux réactions imprévisibles de la faune sauvage, partageaient tous le même malaise. Django ne se comportait pas comme un animal désorienté ou confus. Tout, dans son attitude, indiquait une intention claire, presque réfléchie. Il ne semblait ni perdu ni apeuré. Il semblait attendre. Pour la docteure Emily Richardson,
Cette constance dépassait largement les schémas classiques du traumatisme animal. En 15 années de carrière, elle avait observé des éléphants endeuillés, des individus marqués par la violence humaine, des orphelins incapables de s'intégrer. Mais jamais elle n'avait vu une attente aussi précise, aussi durable, aussi obstinée. Django ne cherchait pas à fuir sa douleur. Il restait, jour après jour, ancré dans un espoir invisible. Émilie décida alors de transformer son intuition en certitude scientifique. Elle mit en place une observation rigoureuse, presque obsessionnelle. Chaque détail du quotidien de Django fut consigné. L'heure exacte à laquelle il quittait le troupeau. Le temps qu'il passait sous l'arbre à fièvre. La manière dont il orientait son corps. L'angle précis de sa tête lorsqu'il regardait la route. Même les mouvements les plus infimes de sa trompe étaient notés. Rapidement, un schéma d'une précision troublante apparut. Django ne se plaçait jamais par hasard. Il se positionnait toujours face à la route principale, à la même distance de la clôture, comme s'il avait mémorisé un point exact dans l'espace. Ce n'était pas un comportement instinctif, mais une répétition consciente, ancrée dans la mémoire. L'arbre à fièvre n'était pas un simple abri. C'était un repère. Les réactions de Django au véhicule renforçaient cette conclusion. Les jeeps de safari modernes, bruyantes, saturées d'odeurs inconnues, ne suscitaient chez lui qu'un intérêt limité. En revanche, les vieux véhicules utilitaires, marqués par la poussière, la fumée, les odeurs de bétail et de feux de bois, provoquaient une transformation immédiate. Django se levait brusquement. Ses oreilles se dressaient. Sa trompe s'élevait, cherchant l'air avec une intensité presque douloureuse. Il inspirait profondément, comme s'il tentait de retrouver une empreinte olfactive gravée dans sa mémoire. Chaque passage faisait naître un espoir visible, presque palpable. Et chaque déception laissait une trace supplémentaire. Lorsque le véhicule poursuivait sa route sans s'arrêter, le corps de Django semblait s'alourdir. Ses épaules s'affaissaient. Ses mouvements devenaient lents, mécaniques. Il retournait s'asseoir sous l'arbre, écrasé par un silence qui n'appartenait qu'à lui. Ce cycle se répétait parfois des dizaines de fois par jour. Émilie comprit alors que cette attente constante épuisait Django autant physiquement que mentalement. Son corps portait le poids de chaque déception, comme si chacune d'elles venait grignoter un peu plus sa volonté de vivre. Les discussions parmi les Rangers se multipliaient. Certains affirmaient que Django attendait sa mère, malgré les preuves irréfutables de sa mort sous les balles des braconniers. D'autres parlaient de stress post-traumatique, d'un esprit bloqué dans une boucle impossible à briser. Émilie rejetait ces hypothèses. Ce qu'elle observait n'était pas une peur figée dans le passé, mais un espoir tourné vers l'avenir. En réexaminant minutieusement le dossier de sauvetage de Django, elle remarqua plusieurs zones d'ombre. Les informations concernant ses premiers jours étaient étonnamment vagues. Mais un détail en particulier attira son attention. Django avait été remarquablement calme lors de son arrivée à la réserve. Aucun signe d'agressivité. Aucune panique face aux humains. Il s'était laissé examiner sans sédation, avait accepté la nourriture, le contact, la proximité. Un comportement extrêmement rare chez un éléphant sauvage récemment orphelin. Cette constatation bouleversa Émilie. Django n'avait pas découvert les humains à la réserve. Il les connaissait déjà. Il avait appris à leur faire confiance bien avant son arrivée. Son attente prenait soudain une dimension nouvelle, plus intime, plus douloureuse. Pendant ce temps, son état continuait de se détériorer. Les infections cutanées résistaient au traitement. Sa perte de poids devenait alarmante. Mais plus inquiétant encore était son retrait progressif du monde. Django réagissait de moins en moins aux stimuli naturels. Les appels des autres éléphants, le bruit du vent, les odeurs de la savane semblaient glisser sur lui sans l'atteindre. Émilie connaissait cette trajectoire. Les éléphants pouvaient mourir de chagrin. Et Django s'en approchait dangereusement. Face à cette urgence, elle prit une décision qui allait à l'encontre des protocoles établis. Si Django attendait quelqu'un, alors il fallait comprendre qui. Et peut-être oser réparer ce qui avait été brisé. Car Django n'avait pas seulement été secouru. Il avait été aimé. Et cet amour refusait de s'éteindre. La décision qu'Emily Richardson venait de prendre n'était ni instinctive ni impulsive. Elle s'était formée lentement, nourrie par des mois d'observation, d'échecs thérapeutiques et par le sentiment écrasant qu'en respectant aveuglément les protocoles, elle était peut-être en train de condamner Django. En tant que vétérinaire en chef de la réserve, Emily connaissait parfaitement les règles. Elle les avait appliquées toute sa carrière. Mais face à cet éléphant précis, ces règles semblaient soudain incomplètes, presque aveugles à une réalité essentielle. Django ne souffrait pas d'un excès de lien humain. Il souffrait d'un abandon prolongé. Elle passa une nuit entière à relire ses notes, à revoir mentalement chaque geste de Django, chaque regard fixé vers la route, chaque déception silencieuse. Plus elle analysait la situation,
plus une évidence s'imposait. Django ne manifestait aucun signe de confusion. Son comportement était cohérent, structuré, profondément logique. Il attendait au même endroit parce que c'était là que quelque chose s'était arrêté. Un départ. Une promesse implicite. Une rupture qu'il n'avait jamais comprise. Dès l'aube, Émilie se plongea dans les archives administratives. Elle contacta les autorités régionales, les services de protection de la faune, les ONG partenaires. Les premières réponses furent vagues, imprécises, parfois contradictoires. Le dossier de Django avait été traité comme une urgence parmi d'autres. Un éléphanteau orphelin. Une intervention rapide. Un transfert vers un lieu sûr. Rien d'exceptionnel en apparence. Pourtant, à mesure qu'elle creusait, un détail revenait sans cesse. Le signalement initial n'émanait pas des Rangers, mais d'une communauté locale Masaï. Cette information changeait tout. Émilie connaissait la relation singulière que les communautés Masaï entretenaient avec la faune sauvage. Pour eux, les animaux n'étaient pas de simples ressources ou des menaces potentielles. Ils faisaient partie du paysage, de l'histoire, parfois même de la famille élargie. Lorsqu'un animal était blessé ou orphelin, l'instinct premier n'était pas de l'ignorer, mais d'aider. Les témoignages qu'Émilie finit par rassembler dessinèrent peu à peu une histoire profondément humaine. 2 ans plus tôt, un homme nommé Camo Léchon avait découvert Django à côté du corps de sa mère, tué par des braconniers. L'éléphanteau refusait de s'éloigner, émettant des plaintes sourdes, incapable de comprendre la mort. Camo, malgré les risques évidents, avait pris une décision simple. Il ne pouvait pas l'abandonner. Pendant plusieurs mois, Django avait vécu au sein du village. Il avait dormi à proximité des habitations, suivi les membres de la famille lors des déplacements, appris à reconnaître des voix, des gestes, des odeurs. La fille de Camo, Nazrian, alors âgée de 12 ans, avait joué un rôle central dans ce lien. Elle lui parlait doucement, chantait pour apaiser ses peurs nocturnes, posait sa main contre sa trompe lorsqu'il paniquait. Ces moments, répétés jour après jour, avaient créé une empreinte émotionnelle profonde. Lorsque les autorités avaient finalement exigé le transfert de Django vers la réserve, la séparation avait été brutale. On avait expliqué à la famille que maintenir un contact serait néfaste pour l'adaptation future de l'éléphant. Camo avait accepté, convaincu qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux. Nazrian avait pleuré en silence, sans comprendre pourquoi aimer un animal pouvait devenir une faute. En comprenant cela, Émilie ressentit une culpabilité écrasante. Django attendait au bord de la route parce que c'était là qu'il avait vu partir ceux qui l'avaient sauvé. L'arbre à fièvre n'était pas un simple repère géographique. Il marquait le dernier instant de sécurité émotionnelle que Django avait connu. Son attente n'était ni irrationnelle ni pathologique. Elle était profondément ancrée dans sa mémoire affective. Émilie prit alors une décision lourde de conséquences. Elle irait rencontrer cette famille. Elle leur dirait la vérité. Elle assumerait les risques. Le voyage jusqu'au village Masaï fut long, éprouvant, ponctué de routes poussiéreuses et de paysages arides. Plus elle s'éloignait de la réserve, plus elle prenait conscience du fossé qui séparait les décisions administratives de leurs conséquences réelles. Lorsqu'Émilie arriva enfin au village, Camo reconnut immédiatement le nom de Django. Son visage se ferma, puis se brisa. Nazrian, désormais adolescente, écoutait en silence, tenant contre elle un vieux tissu qu'elle avait conservé depuis le départ de l'éléphant. Lorsqu'Émilie leur décrivit l'attente de Django, son déclin, sa solitude, il n'y eut ni colère ni reproche. Seulement une compréhension immédiate. Pour eux, il n'y avait jamais eu de doute. Les éléphants se souvenaient. Ils ressentaient la perte. Ils pouvaient mourir de chagrin. Le retour vers la réserve se fit dans un silence chargé de gravité. Émilie savait qu'elle franchissait une ligne invisible. Si cette tentative échouait, elle en porterait la responsabilité. Mais ne rien faire aurait été pire. Bien pire. Lorsque les véhicules approchèrent de la route principale de la réserve, Django se leva bien avant qu'il ne soit visible. Son corps entier sembla s'éveiller. Ses oreilles se dressèrent, sa trompe se leva vers le vent, cherchant une odeur familière que la mémoire n'avait jamais effacée. Puis, soudain, un barrissement puissant fendit l'air, vibrant d'une émotion brute, incontrôlable. Il avait reconnu. Avant même de voir, Django savait. Et à cet instant précis, Émilie comprit que cette décision, aussi risquée soit-elle, était la seule qui pouvait encore le sauver. Le convoi progressait lentement sur la route principale de la réserve, soulevant derrière lui un nuage de poussière rouge qui s'élevait dans l'air brûlant de la savane. À l'intérieur du véhicule, Emily Richardson sentait son cœur battre plus vite que de raison. Malgré les preuves accumulées, malgré sa certitude scientifique, une part d'elle redoutait encore l'instant décisif. 2 années d'attente pouvaient-elles réellement être effacées par une seule rencontre? Et si Django ne reconnaissait plus? Et si cette tentative réveillait une blessure trop profonde pour être refermée? Sous l'arbre à fièvre,
Django se leva bien avant que les véhicules ne soient visibles à l'œil nu. Son corps massif réagit avec une rapidité saisissante. Ses oreilles se déployèrent largement, sa trompe s'éleva vers le ciel, aspirant l'air avec une intensité presque douloureuse. Ce qu'il percevait ne relevait pas de la simple vue ou de l'ouïe. C'était une reconnaissance sensorielle totale. Une odeur familière, une vibration ancienne, une présence gravée au plus profond de sa mémoire émotionnelle. Lorsque le véhicule s'arrêta exactement à l'endroit où la séparation avait eu lieu 2 ans plus tôt, un barrissement fendit l'air. Ce n'était ni un cri de détresse ni un appel de panique. C'était un son clair, puissant, chargé d'une joie longtemps contenue. Un appel de reconnaissance. Un appel d'amour. Nazrian fut la première à descendre. Ses pas hésitaient, ses mains tremblaient. Lorsqu'elle s'approcha de la clôture, elle prononça doucement le nom de Django dans sa langue maternelle, accompagné du surnom affectueux qu'elle seule utilisait autrefois. À cet instant précis, toute hésitation disparut. Django s'approcha lentement, pressant son front contre le métal, tendant sa trompe avec une délicatesse bouleversante. Lorsqu'il effleura le visage de la jeune fille, un frisson parcourut son corps entier. Kamo essa vanka à son tour. Lorsqu'il posa sa main sur la trompe de Django, l'éléphant émit un grondement grave et profond, un son que les éléphants utilisent pour exprimer un apaisement total. Son corps, jusque-là tendu par des mois d'attente, se relâcha enfin. Émilie observa la scène, les larmes coulant librement sur son visage. Elle comprenait maintenant que Django n'avait jamais cessé d'avancer. Il avait simplement attendu que le monde le rattrape. Nazrian commença alors à chanter. La mélodie était simple, ancienne, presque enfantine. Pourtant, dès les premières notes, Django se mit à se balancer doucement, suivant le rythme avec une précision troublante. Les rangers présents, les vétérinaires, et même les autres éléphants restèrent immobiles, comme suspendus hors du temps. La savane elle-même semblait écouter. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de Django fut spectaculaire. Son appétit revint progressivement. Les infections cutanées commencèrent à disparaître. Plus encore, son comportement social se métamorphosa. Il quitta l'arbre à fièvre, lentement d'abord, puis définitivement. Il recommença à suivre le troupeau, à interagir avec les autres éléphants, à répondre aux appels lointains. Timba, la vieille matriarche, l'accepta sans résistance, comme si elle comprenait que Django avait enfin refermé une blessure invisible. Émilie travailla sans relâche pour officialiser une solution durable. Contre toute attente, la direction de la réserve accepta un compromis inédit. Les visites de la famille furent autorisées, encadrées, reconnues comme nécessaires au bien-être psychologique de l'animal. Django devint ainsi un cas d'étude, mais surtout un symbole. Un exemple vivant de ce qui peut être sauvé lorsque la science accepte d'écouter le cœur. Les mois passèrent. Django retrouva une stature impressionnante, une présence calme et assurée. Il devint un membre respecté du troupeau, souvent entouré des plus jeunes, attiré par son tempérament paisible. Lors des visites mensuelles, il n'attendait plus avec désespoir, mais avec une anticipation joyeuse. Il partageait ses instants avec le troupeau, comme s'il présentait fièrement sa famille humaine à sa famille d'éléphants. Nazrian, désormais résolu à consacrer sa vie à la protection de la faune sauvage, consignait chaque évolution dans un carnet devenu précieux pour la recherche. L'histoire de Django se répandit bien au-delà du Masai Mara. Elle inspira des changements de protocole, une collaboration plus étroite avec les communautés locales et une reconnaissance officielle de l'importance des liens émotionnels dans la réhabilitation animale. L'arbre à fièvre, autrefois symbole d'une attente douloureuse, devint un lieu de mémoire. Un rappel silencieux que certaines blessures ne se soignent ni par la distance ni par l'oubli, mais par la reconnaissance et le retour. Django ne mourut pas de chagrin. Il vécut. Et dans son regard apaisé, ceux qui savaient observer pouvaient lire une vérité simple et universelle. La mémoire de l'amour est parfois plus forte que toutes les règles du monde.